Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le lycée Jefferson High, niché dans une banlieue cossue du Maryland, était connu pour sa rigueur académique et ses taux de réussite enviables. Bien qu'il s'agisse d'un établissement public, il fonctionnait comme une école d'élite, attirant les enfants de politiciens, d'universitaires et d'entrepreneurs, mais aussi ceux issus de familles plus modestes, grâce à un programme de bourse méritocratique. Dans les couloirs, une diversité visible régnait, des adolescents de toute origine, des casiers décorés de drapeaux, des accents multiples, des coiffures qui racontaient des cultures entières. Mais dans les salles de classe, surtout celles des matières dites sérieuses, comme les mathématiques, les préjugés rôdaient encore. Invisibles, subtils, mais bien présents, comme une brume silencieuse qu'on faisait semblant de ne pas voir. La salle 207, celle du professeur Donald Whitmore, en était le parfait exemple. Ce lundi de mai, l'air était déjà lourd, chargé d'humidité. Les ventilateurs tournaient lentement, brassant plus de chaleur que de fraîcheur. Les élèves s'affaissaient mollement sur leurs pupitres, et quelques-uns tapaient en cachette sur leur téléphone. Mais Donald Whitmore, cravate nouée trop serrée, ne tolérait pas l'oisiveté. C'était un homme rigide, partisan des méthodes anciennes, convaincu que la pression révélait la vraie valeur des élèves. Il croyait au mérite, mais son mérite avait une odeur étrange, sélective, souvent condescendante. Il se dirigea vers le tableau, prit la craie avec un air cérémonial, et traça une équation d'un geste sec. 2x, 3x plus 7 égale 4x, 5. Puis il se retourna, balaya la classe du regard, et s'arrêta sur une silhouette discrète, presque invisible au fond de la salle. Une fille. Une noire. Toujours sage, toujours silencieuse. Trop invisible à son goût. Mademoiselle Brox, lança-t-il d'une voix forte. Vous semblez bien silencieuse depuis le début de l'année. Il est temps de prouver que vous méritez d'être ici. Venez résoudre cette équation. Des têtes se tournèrent vers elle. Ayanna Brox, 14 ans, releva les yeux. Son uniforme était impeccable, repassé avec soin. 2 tresses fines encadraient son visage doux. Elle ne parlait jamais sans y être invitée. Toujours polie. Toujours discrète. Mais ce jour-là, elle sentit le feu glacé de l'humiliation publique grimper en elle. Le silence fut coupé par une remarque murmurée au premier rang. Elle va se ridiculiser, dit Jared, un garçon connu pour ses blagues blessantes et sa suffisance. Un petit rire se propagea en écho dans la salle, grinçant comme du métal contre du verre. Tamika, la meilleure amie d'Ayanna, tourna vivement la tête vers lui, les sourcils froncés. Puis elle se pencha en avant, murmurant. Ignore-les. Tu sais ce que tu vaux, Ayanna. Mais Ayanna n'entendait plus vraiment. Le temps ralentissait. Ses jambes se déplièrent lentement, presque mécaniquement. Elle se leva, sa chaise raclant le sol dans un grincement strident. Elle sentit les regards peser sur elle comme des pierres. Chaque pas vers le tableau était un combat contre la peur de mal faire, contre la rage rentrée. Pas parce qu'elle ne savait pas. Mais parce qu'elle savait que beaucoup espéraient qu'elle échoue. Elle prit la craie, son cœur tambourinant contre ses côtes. Devant elle, l'équation brillait comme une énigme posée par un sphinx. Mais elle n'avait pas peur du calcul. Elle avait peur du regard du professeur, de son ton méprisant, de cette salle qui n'attendait rien d'elle, sinon l'échec. Elle resta quelques secondes immobile, la craie en l'air, les yeux fixés sur les lettres et les chiffres. Le silence était devenu oppressant, comme si tout l'oxygène de la pièce s'était retiré pour laisser place au jugement. Et derrière elle, la voix de Whitmore, traînante, presque moqueuse. Vous hésitez? Vous n'avez pas appris vos leçons? Il ne posa pas la question comme un enseignant bienveillant, mais comme un procureur sûr de sa sentence. Mais Ayanna, cette fois, ne recula pas. Elle ferma les yeux une seconde. Visualisa la solution. Respira. Et pensa à son père qui l'avait entraîné aux équations le soir, à sa mère qui lui disait chaque matin. Tu n'as pas à prouver ta valeur, ma fille. Tu es déjà précieuse. Alors, elle ouvrit les yeux. Et laissa parler sa maîtrise. Ayanna avait un secret.
Un secret si bien gardé que même ses camarades les plus proches, y compris Tamika, n'en connaissaient pas l'ampleur. À 10 ans, lors d'une série d'examens psychopédagogiques recommandés par son institutrice de primaire, elle avait été diagnostiquée au potentiel intellectuel. Son QI dépassait les 160, un chiffre qui faisait froncer les sourcils, même chez les psychologues scolaires les plus aguerris. Mais ce n'était pas le genre de famille à brandir un test de QI comme un trophée. Ses parents, Michael et Rosa Brooks, anciens militants des droits civiques à Atlanta, avaient connu l'époque des fontaines séparées, des regards méprisants dans les écoles intégrées, des barrières invisibles que même l'excellence ne parvenait pas à franchir. Alors, lorsqu'ils avaient appris les résultats d'Ayanna, leur première réaction n'avait pas été la fierté, mais la prudence. « Ma chérie », lui avait dit sa mère, en lui tenant les mains, « ta lumière brillera toujours. Mais ne la laisse jamais éblouir au point d'aveugler ceux qui ne sont pas prêts à la voir. » Son père avait ajouté d'un ton calme. « Tu n'as pas besoin de gagner en écrasant. Gagne en élevant les autres. » Alors Ayanna avait appris à écouter, à observer, à taire ses réponses quand d'autres tâtonnaient. Elle laissait les autres parler en classe, n'intervenait que lorsque c'était indispensable. Ses cahiers, eux, portaient la trace de sa vivacité d'esprit. Elle notait des hypothèses que peu d'élèves de son âge pouvaient formuler. À 11 ans, elle lisait des articles de mathématiques avancées, à 12, elle maîtrisait les bases du calcul intégral. À 13, elle résolvait des équations différentielles comme des énigmes amusantes. Mais à Jefferson High, elle avait choisi la discrétion. Pas par faiblesse. Par sagesse. Ce jour-là, pourtant, quelque chose avait changé. Face à l'humiliation publique, à la condescendance déguisée en pédagogie, elle sentit une vieille voix monter en elle. Celle de toutes les filles comme elle, jugées sur leur silence, leur peau, ou leur coiffure, mais jamais sur leur esprit. Devant le tableau, elle inspira profondément. Le temps sembla ralentir. Sa main serrait la craie avec précision, comme un chef d'orchestre saisit sa baguette avant une symphonie. Ses yeux noirs balayèrent l'équation écrite à la hâte. 2x, 3x plus 7 égale 4x, 5. Elle fronça légèrement les sourcils. Quelque chose clochait. Une incongruité dans l'équation, presque imperceptible, le membre de droite aurait dû être 4x, 4 pour que l'exercice ait deux solutions réelles. C'était une erreur classique de transposition, mais venant de Whitmore, cela révélait plus d'arrogance que d'inattention. Elle n'en dit rien tout de suite. Elle laissa l'équation telle qu'elle était, mais intégrant déjà mentalement la correction. Puis, calmement, elle soustrait 4x des deux côtés et ajouta 5. 2x, 3x plus 7, 4x plus 5 égale 0. 2x, 7x plus 12 égale 0. Elle écrivit la nouvelle équation avec une calligraphie claire, droite, presque élégante. Puis, se tournant légèrement vers la classe, elle commença à expliquer à voix haute, chaque mot pesé, chaque terme justifié. On commence par regrouper tous les termes du même côté pour obtenir une forme canonique. Ensuite, on applique la formule quadratique. Elle récita la fameuse formule. X égale moins B plus ou moins, B 4AC, 2A. Et, tout en écrivant, elle souligna chaque étape, décomposant chaque calcul avec une clarté déconcertante. Ici, A égale 2, B égale moins 7, C égale 12. Le discriminant, égale, moins 7, 4 fois 2 fois 12 égale 49 à 96 égale moins 47. Elle s'arrêta une seconde, se tourna vers Whitmore. Le discriminant est négatif. Cela signifie qu'il n'y a pas de solution réelle. Seulement des solutions complexes. Un murmure traversa la classe. Peu d'élèves savaient manipuler les nombres complexes à ce stade. C'était normalement enseigné l'année suivante. Ayanna ajouta tranquillement. Cela dit, l'équation de départ semble incorrecte. Peut-être y a-t-il eu une erreur en la recopiant. Si le membre de droite était 4x, 4, au lieu de 4x, 5, alors le discriminant serait nul, et l'on obtiendrait une solution double. Quand Ayanna reposa la craie, un silence suspendu s'abattit sur la salle 207. Un silence dense, chargé, presque solennel. Aucun murmure, aucun rire, aucun bruit de chaise. Même les éternels bavards du fond semblaient figés. Tous les regards étaient braqués sur elle.
Et sur le professeur Whitmore, figé lui aussi, les lèvres entr'ouvertes, le regard incertain. Son visage avait perdu ses couleurs habituelles. Un rouge honteux était monté à ses joues, puis redescendu brusquement, comme une marée de confusion. Il rassembla ses pensées, fouilla son esprit pour reprendre la main. Mais il ne trouva qu'un prétexte pauvre et maladroit. C'était, de la chance, je suppose. Peut-être avez-vous vu ça, sur YouTube. Il avait tenté un ton léger, presque ironique. Mais sa voix tremblait légèrement, trahissant ce qu'il essayait de masquer, la panique. Un ricanement étouffé s'éleva à l'avant de la classe, mais ce n'était pas moqueur. C'était de l'incrédulité. Puis, à voix basse, mais assez fort pour que tous entendent, Jared, le même qui s'était moqué d'elle quelques minutes plus tôt, souffla. « Elle a corrigé ton erreur, mec. » C'était dit sans agressivité. Juste un fait, brut, irréfutable. Et soudain, l'autorité de Whitmore sembla vaciller dans la pièce. Les fondations même de sa posture de « professeur infaillible » avaient été fissurées par une élève de 14 ans. À ce moment précis, la porte de la salle s'ouvrit lentement. Madame Simmons, la principale adjointe, passait dans le couloir au moment du tumulte. Elle avait entendu le silence, puis les murmures. Elle s'arrêta net en voyant les visages tendus. « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle d'un ton calme mais alerte. Plusieurs élèves se retournèrent vivement vers elle. Puis, sans coordination, ils commencèrent à parler en même temps. C'était injuste. Il l'a forcée à aller au tableau juste pour l'humilier. Elle a corrigé son équation. Il l'a traitée comme si elle n'était rien. Mais c'est Amika, la meilleure amie d'Ayana, qui trouva les mots les plus simples et les plus vrais. Monsieur Whitmore l'a humiliée devant tout le monde. Comme s'il pensait qu'elle était incapable. Juste parce qu'elle est silencieuse, ou parce qu'elle est noire. Un murmure d'approbation courut dans la salle. Des têtes acquiescèrent. Des visages jusqu'alors neutres montrèrent enfin une prise de position claire. Madame Simmons échangea un regard rapide avec Whitmore. Elle comprit immédiatement. Son regard n'était ni accusateur ni attendri. Il était lucide. « Mademoiselle Brox, dit-elle doucement, vous pouvez venir me voir à la fin du cours, s'il vous plaît ?» Et sans attendre davantage, elle tourna les talons. La porte se referma doucement, mais son entrée venait de déclencher une avalanche. Le lendemain matin, Ayana fut convoquée au bureau du docteur Harold Green, le psychologue scolaire. Un homme doux, la cinquantaine posée, toujours vêtu d'un cardigan bleu pâle. Il l'accueillit avec un sourire bienveillant. « Bonjour, Ayana. Installe-toi. Tu veux un chocolat chaud ?» Elle accepta timidement. Le docteur Green ne mit pas longtemps à venir au sujet, mais il le fit avec tact. « Tu as surpris beaucoup de monde hier. Et moi, je veux mieux comprendre. Mieux te connaître. Ce que tu as fait n'était pas simplement correct, c'était exceptionnel. » Il lui proposa une série de petits tests, des jeux de logique, des séquences de chiffres, des problèmes ouverts. Ayana répondit avec calme, méthode, et une aisance troublante. À la fin de la séance, le psychologue resta quelques minutes assis, pensif, puis murmura. « Tu es probablement l'un des esprits les plus brillants que cette école ait jamais connus. » Il contacta immédiatement la direction. Et une réunion d'urgence fut organisée. 3 jours plus tard, dans une salle de conférence au mur gris, Ayana était assise entre ses 2 parents, Michael et Rosa. Le professeur Whitmore était là, cravate desserrée, mains croisées sur ses genoux, visiblement inconfortable. Madame Simmons présidait la réunion, aux côtés du docteur Green et de la directrice académique du lycée. Après avoir présenté les résultats des évaluations, le psychologue déclara avec conviction. Ayana Brox a un QI exceptionnel. Elle est en avance de plusieurs années sur ses camarades. Et pourtant, jusqu'à hier, personne ici ne le savait. Pourquoi ? Parce qu'elle ne cherche pas à briller. Parce qu'elle a été éduquée dans l'humilité. Et parce qu'on a projeté sur elle des idées préconçues. Puis, il fixa le professeur. Et vous, monsieur Whitmore, avez contribué à cela. Whitmore, blême, ouvrit la bouche. Mais cette fois, il ne se déroba pas. Pour la première fois de sa carrière,
il baissa les yeux devant une élève. Et dit, d'une voix lente et tremblante. Je vous ai jugé sur votre silence, pas sur votre potentiel. Je vous dois le respect que j'ai oublié d'enseigner. Vous m'avez donné une leçon. Une vraie. Ses mains tremblaient. Peut-être de honte. Peut-être de remise en question. Mais les mots étaient sincères. Michael Brox, le père d'Ayana, prit la parole à son tour. Nous ne voulons pas qu'elle soit placée sur un piédestal. Nous voulons simplement qu'elle soit vue. Écoutée. Et respectée. Dans les semaines qui suivirent, Ayana fut orientée vers un programme avancé, avec des mentors universitaires. Mais elle resta dans sa classe, aux côtés de Tamika et des autres, pour partager ses savoirs. Elle animait même des mini-séances de tutorat, aidant ceux qui peinaient en algèbre. Quant à Donald Whitmore, il ne fut pas renvoyé. Mais il suivit une formation obligatoire sur les biais inconscients, la pédagogie inclusive et la justice raciale. Et certains disent que, depuis ce jour-là, il ne commença plus jamais un cours sans dire. Toute voix ici mérite d'être entendue. Y compris la plus discrète. Et surtout, il n'interrompit plus jamais un silence, sans lui laisser la chance de révéler une vérité. Quelques mois plus tard, dans l'auditorium lumineux de l'Université d'État du Maryland, une immense bannière flottait au-dessus de la scène. Concours national des jeunes talents en mathématiques, finale 2025. Parmi des dizaines de finalistes venus de tout le pays, Ayana Brox était la plus jeune. À seulement 14 ans, elle avait traversé les éliminatoires avec une aisance déconcertante. Mais ce jour-là, elle n'avait pas seulement les chiffres en tête. Elle avait un but. Une voix. Une mémoire. Ses parents, assis au 3e rang, tenaient leurs mains serrées, retenant leurs larmes à chaque passage de leur fille sur l'estrade. Elle enchaîna les démonstrations, les raisonnements élégants, les raccourcis brillants. Son calme, sa précision, et surtout sa pédagogie claire et posée fascinait même les juges. Lorsque le jury annonça son nom comme lauréate du premier prix, la salle se leva. Applaudissements. Sifflets d'admiration. Caméra. Flash. Mais Ayana, au centre de la scène, ne souriait pas simplement. Elle tenait son trophée comme un symbole. Pas de victoire personnelle, mais de réparation silencieuse. Quelques jours plus tard, elle fut invitée à prononcer un discours lors d'une conférence sur « équité et éducation » organisée par un réseau d'écoles secondaires progressistes. Vêtue simplement, elle prit la parole devant un amphithéâtre rempli d'enseignants, de responsables éducatifs, d'étudiants. Elle se tenait droite, digne, la voix douce mais ferme. Il y a quelques mois, j'étais une élève invisible. Silencieuse. Pas parce que je ne savais pas, mais parce qu'on m'avait appris que le silence peut protéger. J'ai été appelée au tableau non pour apprendre, mais pour être testée, exposée, humiliée. Mais j'ai choisi de répondre par la maîtrise. Pas la colère. Parce que ce que je défends n'est pas mon ego, mais l'idée que l'intelligence n'a pas de couleur. Que le génie n'a pas de visage unique. Que le savoir, c'est d'abord la capacité d'écouter. Et d'encourager. Mon intelligence ne doit pas effacer ma couleur de peau. Et ma couleur ne doit pas réduire ma valeur. Un silence, chargé de respect, suivit ces mots. Puis la salle éclata en ovations debout. Dans les mois qui suivirent, des universités prestigieuses comme MIT, Stanford, Columbia, commencèrent à suivre son parcours. Non pas pour lui offrir une place immédiate, mais pour tisser des liens, proposer du mentorat, l'intégrer dans des cercles d'élite scientifique adaptés à son âge. Elle participa à des camps de recherche, des colloques sur les mathématiques appliquées, des programmes pour jeunes surdoués. Mais malgré ces honneurs, elle n'oublia jamais cette journée dans la salle 207. Pas à cause de l'humiliation. Mais parce que ce jour-là, elle avait appris qu'on peut faire reculer l'ignorance sans violence. Qu'un tableau noir peut devenir un miroir dans lequel on lit la vérité d'une âme. De son côté, le professeur Donald Whitmore vécut cette journée comme un tournant. Après sa demande de mutation, il fut affecté à une petite école rurale dans le comté d'Appalachia. Une école modeste, sans moyens, avec des élèves parfois perdus, souvent oubliés du système. Là, il réapprit le métier d'enseigner. Sans titre pompeux. Sans supériorité. Il écouta. Il observa.
Il demanda pardon là où il le fallait. Et parfois, les soirs de doute, il relisait le discours d'Ayana qu'il avait imprimé et glissé dans un vieux livre de pédagogie. 10 ans plus tard, à 24 ans, Ayana devint professeure assistante de mathématiques à l'université de Berkeley, spécialisée dans les algorithmes appliqués à l'éducation inclusive. Elle avait publié plusieurs articles, mais ce qui faisait sa renommée, ce n'était pas seulement son intelligence. C'était sa capacité à révéler celle des autres. Elle fonda une organisation à but non lucratif. The Silent Equation, dédiée à l'accompagnement des jeunes issus de minorités dans les filières scientifiques. Des milliers d'élèves reçurent des ressources, des bourses, des mentors grâce à elle. Et chaque fois qu'elle entrait dans une salle de classe, Ayana se souvenait. Pas de l'équation, mais de ce qu'elle avait révélé, la peur, l'arrogance, l'injustice, mais aussi le courage de rester droite, de répondre avec savoir et dignité. Elle disait souvent à ses élèves. Une équation n'est pas seulement une suite de symboles. C'est une voie. Une manière de dire au monde, j'existe, je pense, je construis.